Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais essayer de vous aiguiller sur l'achat d'une voiture électrique. Si c'est votre première voiture ou même la deuxième, si vous avez des questionnements avec les évolutions qu'il y a eu ces derniers temps, je vais essayer de répondre à vos questions. Alors je suis pas un expert, je me renseigne pas mal, donc je vais pouvoir vous aider sur pas mal de points. La première chose, il va falloir identifier vos besoins. Si vous faites beaucoup de routes tous les jours, si vous faites très peu de routes et vous en faites occasionnellement pour partir en vacances. Si vous avez grande famille ou si vous êtes seul, ça va jouer déjà pour l'achat de la voiture. Donc là, pour le coup, c'est des questions qui se posent en thermique ou en électrique. C'est pas spécifique à l'électrique, mais voilà, c'est le raisonnement qu'il faut avoir avant d'en acheter une. Ça passe déjà par là. Donc c'est possible, vous pouvez acheter une voiture électrique si vous faites beaucoup de kilomètres. Il va falloir s'orienter sur des modèles qui ont beaucoup d'autonomie et qui ont une recharge du coup assez rapide. Je pense notamment du coup à la Tesla qui est la référence dans l'électrique. Au niveau recharge, on est pas mal. Au niveau prix recharge autonomie, on est vraiment bien sur une Tesla. Le prix commence à 40 000, donc pour le coup, pour une voiture électrique, ça reste raisonnable. C'est le très bon compromis quand vous faites de la route. Vous avez pareil le Scénic qui fait pas mal d'autonomie dans certaines versions, mais qui va vite monter au niveau prix. Et la recharge n'est pas exceptionnelle. Donc pour le coup, c'est des voitures que je conseille pas forcément. Après, il va falloir monter en prix pour avoir des choses qui peuvent vous convenir. Donc le deuxième point qui va être vachement important, c'est votre logement. Si vous êtes en appartement, si vous êtes en maison, en achat ou location, ça va jouer aussi beaucoup parce qu'en fait, principalement la voiture électrique pour être vraiment tranquille, c'est de recharger la nuit chez soi, comme ça la recharge est vraiment transparente. Moi comme exemple j'ai un sous-sol, donc j'ai un garage, un grand garage, où là j'ai fait installer une borne. Même si vous n'avez pas de grand garage, vous pouvez installer une borne à l'extérieur, hein, ça existe aussi. Mais ça va jouer beaucoup parce que si vous êtes en appartement, forcément va falloir sortir pour recharger la voiture. Même si voilà, ça va vous prendre une demi-heure, mais c'est une demi-heure de perdu qui peuvent être une contrainte par rapport au thermique. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. Ce qui peut être intéressant aussi si vous êtes en appartement, c'est de voir avec votre employeur potentiellement si vous pouvez recharger là-bas. Donc ça, c'est des choses qui se font aussi. Mais si vous êtes en appartement, ça peut être un bon compromis de faire ce genre de choses. Donc se renseigner avant, ça peut être intéressant. Mais c'est pour ça que je dis une personne qui est en appartement, qui peut pas recharger chez soi, ça peut être une contrainte d'aller à l'extérieur et pareil, le prix ne sera pas le même. À la maison, vous serez aux alentours de 19 centimes la nuit. Et quand vous êtes à l'extérieur, vous serez au minimum à 25-30 centimes. Donc forcément, là, le prix ne sera pas le même non plus. La rentabilité sera plus longue au vu de la différence de prix des voitures. Donc ça, c'est un point aussi à savoir. Donc toujours bien identifier en appartement où sont les points de recharge aussi. Si le point de recharge est à 5 km, forcément, ça va vous ennuyer tous les jours ou tous les 2-3 jours d'aller recharger là-bas. Donc ça, pour le coup, pour moi, c'est vraiment important, le point de recharge, totalement invisible à la maison. Par contre, en appartement, là, c'est différent. Alors ce qu'il faut savoir aussi, j'en ai parlé au tout début, mais je vais en reparler, c'est les caractéristiques de la batterie. Ça, c'est le plus important parce que en concession, on va vous vendre une voiture, on va vous vendre des options, on va vous vendre des finitions, on va vous vendre un prix attractif, mais on ne vous parle pas forcément des caractéristiques de la batterie. Donc on parle plutôt en kilowatts pour une batterie. Ça peut aller de 40 kilowatts jusqu'à, je crois que c'est 98 pour le 5008 ou le 3008. Enfin, voilà, en règle générale, quand on est aux alentours de 45-50 kW, on est sur du 350 km maximum sur le papier, pas en réel. Donc kilowatt, pareil, donc c'est en fonction de votre utilisation. Si vous faites très peu de route pour aller au boulot, si vous faites 30 bornes par jour ou 40, bah voilà, il n'y a pas grande importance sur l'autonomie. Vous allez le recharger tous les 2-3 jours chez vous. C'est pas très important. Par contre, si vous faites un petit peu plus de route ou le week-end, si vous partez pour faire un peu plus de route, orientez-vous sur une voiture qui sera aux alentours de 60 kW. Ça sera un petit peu plus intéressant pour être moins embêté au quotidien. Et deuxième chose à savoir aussi, c'est la puissance de recharge. Parce que ça, on n'en parle pas forcément. Mais pareil, si on vous dit que votre voiture va recharger en 10-80 en 30 minutes, effectivement, c'est dans le meilleur des cas où vous ferez 30 minutes. Vous serez peut-être un petit peu plus forcément. Donc ça, puissance de charge, c'est important parce que sur ma 208, il m'annonce une puissance de charge au maximum de 100 watts. Mais les 100 watts, je les ai jamais pris, je suis toujours aux alentours de 80 watts, ce qui fait que ça rallonge la durée de charge. Par contre, sur ma MG4 Luxury, c'est annoncé 140 kW de puissance et je suis de 10 à 50 à 140 kW. Après, ça baisse forcément, mais je prends pendant pas mal de temps ce qui est annoncé. Donc ça, c'est la différence. Alors moi, ma 208 a 3 ans, donc peut-être qu'ils se sont améliorés depuis, mais j'ai quelques doutes parce que Renault comme Peugeot, niveau charge, c'est pas exceptionnel. Donc ça, c'est important de le savoir. Toujours se renseigner avant sur les puissances de charge. MG sont pas mauvais, Tesla sont pas mauvais, Kia, il me semble qu'ils sont pas mauvais. Peugeot, je ne sais pas, donc je vais pas dire. Moi, j'ai que la référence de la 208.
mais les autres je ne sais pas, donc je ne vais pas me prononcer. Et je sais que Renault, c'est pas exceptionnel. Sur la Mégane, c'était pas fou. Donc ça, pareil, c'est important de se renseigner sur les performances de la batterie. Autre chose, ce qui est important, parce que forcément, l'été comme hiver, la consommation sera différente. L'hiver, il y a plus de consommation parce que les batteries n'aiment pas le froid. Ce qui consomme aussi un petit peu plus, c'est le chauffage, forcément. Et ça, un point important qu'on néglige assez souvent, c'est les pompes à chaleur. Dans certaines voitures, c'est d'origine, dans d'autres, c'est en option. Enfin, dans pas mal d'ailleurs. Il me semble que dans la Cupra, c'est en option. Dans la Peugeot, c'est en option ou c'est en fonction des modèles. Tesla, c'est d'origine. Kia, c'est en option. Donc voilà, ça c'est important parce que la pompe à chaleur sur les longues routes vont consommer beaucoup moins qu'un chauffage banal qui est tout simplement une résistance. Sur certaines marques, c'est en option et c'est assez cher. C'est souvent 1000-1500 €. Que dans la MG Luxury, c'était d'origine, c'était pas en option. Tesla, c'est pas en option non plus, c'est d'origine. Ça, faut vraiment faire attention aussi. C'est un point pour moi qui est très important et qui est pas négligé. Deuxième chose, le prix de la voiture. Vous n'êtes pas sans savoir que les prix des voitures électriques sont très chers. Enfin, on a des voitures pas très chères aux alentours de 20-23 000, mais qui sont pour une utilisation plus ville mix, vie de tous les jours. Voilà, très peu de longue distance, voire pas du tout, parce que c'est assez contraignant. Mais sinon, on arrive vite à 30, 35, 40 000 pour des voitures familiales, voire 50, 60 000. Moi, ce que j'ai toujours dit, privilégiez l'occasion. L'occasion, au bout de même pas un an, perd déjà 10 000 €. Donc, si vous voulez une voiture électrique avec des options ou assez grande, une familiale, voilà, prenez-la en occasion. La seule chose à faire, c'est de demander un test de batterie et puis l'utilisation des batteries. Si la personne a fait de la recharge rapide ou de la recharge à domicile. Pour les batteries, ça va les préserver du coup. Pas de LOA, pas de LLD, c'est de l'argent perdu, c'est de l'argent dans le vent. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Après, chacun fait comme il veut, mais pour moi, il n'y a aucun intérêt. Donc pareil, combien peut coûter la recharge d'une voiture électrique à la maison? C'est entre 15 et 19 centimes, ce qui fait que les 100 km coûtent entre 1,50 € et 2,50 €. Pour point de comparaison, un thermique, ça va être, si une thermique fait de 6 litres au 100, on sera aux alentours de 9-10 €. Le coût est beaucoup moins important sur le 100 km. Donc ça, alors vous payez la voiture un peu plus cher, mais vous récupérez de ce côté-là. Si vous rechargez à l'extérieur, après il y a des offres. De tête, j'ai plus les offres, mais vous avez passe-passe, tout ça, où vous payez la recharge beaucoup moins cher. Mais en règle générale, si vous chargez sur des bornes, allez jusqu'à 50 kW, vous allez être aux alentours des 25-30 centimes. Donc vous gagnez toujours comparé à du thermique. Après, si vous rechargez sur l'autoroute et que vous n'avez pas d'abonnement, là vous êtes à 60 centimes. Là, vous flinguez le budget, vous êtes des fois même plus cher que du thermique. Là, si vous voulez recharger que sur l'autoroute, oubliez, prenez une thermique, vous faites pas chier. Mais voilà, en termes de prix, en termes de coût de recharge, on sera sur ces prix-là. Autre chose qui peut être important pour pas mal de gens, les motorisations. Donc là, au niveau des électriques, on n'est pas embêté. Même sur les premiers prix, on est sur des motorisations qui commencent souvent aux alentours de 100 chevaux. Donc comparé à du thermique, on est souvent un petit peu au-dessus. Sur du thermique en standard, on peut commencer à 60-75 chevaux. Là, on est vite à 100 chevaux, 100, et puis après, ça monte assez vite, 150-200. On a beaucoup de modèles en électrique qu'on voit en 200 chevaux. Et après, on peut assez vite monter, comme du Tesla, 300, 400 chevaux. Ça peut monter assez vite pour des prix qui ne sont pas exceptionnels. Vous partez sur du thermique, si vous voulez du 300 chevaux sur du thermique, vous serez sur une voiture de sport qui coûte vite 70, 80 000 €. Sur une électrique, on peut vite monter en chevaux. Comme une Tesla Plaid, si je ne me trompe pas, on est aux alentours de 100 000 € pour 1000 chevaux. Trouver une 1000 chevaux en thermique, ça va monter assez haut. Donc ça, c'est le petit plaisir de la voiture électrique. Et surtout que c'est vachement agréable à conduire. Il y a le one pedal, donc c'est en conduite en une pédale. Après, le one pedal n'est pas présent partout. Sur Renault, vous ne l'avez pas, il devrait arriver, mais il me semble que c'est pas encore arrivé. Sur Peugeot, il n'y est pas. X-Pain, ils annoncent du one pedal, mais c'est pas du one pedal jusqu'à l'arrêt, c'est du one pedal jusque 2-3 km/h. Dernière chose à plus négliger, carte grise qui n'est plus gratuite. Avant, elle était gratuite, ou moi j'ai payé 10 € je crois sur la MG. Maintenant, elle n'est plus gratuite, elle est au même tarif si je me trompe pas, ou un peu moins cher que les thermiques. Donc ça, voilà, pareil, maintenant il faut le rajouter dans le prix. Voilà, je pense avoir abordé tous les points. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, je peux y répondre. Si j'ai dit des conneries, mettez-les en commentaire, c'est possible, j'y répondrai pas par contre. J'espère vous avoir aidé sur votre choix. Si vous avez des idées de vidéos, mettez-les en commentaire. Allez, à la prochaine. Ciao.